Donc bonjour à tous, hein, et puis merci d'être venus. Donc aujourd'hui on va parler de Dien Bien Phu, donc la bataille de Dien Bien Phu. Avant d'aborder la bataille, nous allons parler de ce qui a provoqué cette bataille. On va faire donc un survol très rapide de la guerre d'Indochine. Pourquoi elle a eu lieu en fait. Donc bon, vous le savez, les Français étaient présents bien sûr en Indochine depuis pas mal de temps. Et lorsque se déclare donc la guerre de 39-45, la Deuxième Guerre mondiale, eh bien l'Indochine est rapidement envahie par les Japonais. Et pendant toute cette période, il reste une administration française qui est dépendante en fait de Vichy. Mais ce sont quand même les Japonais qui administrent, hein, qui dirigent ce pays. Pour faire court, puisque c'est quand même la bataille qui est le principal objet de la conférence, pour faire court, vous avez le 9 mars, donc on est un peu dans les dates en fait, hein, puisque le 9 mars 1945, il y a ce que l'on a appelé ensuite le coup de force japonais, c'est-à-dire que les Japonais prennent par surprise les représentants français, les représentants politiques, les familles et surtout les militaires, et en fait, ils les attaquent. Sans préavis, sans quoi que ce soit. Et partout, les Français ont résisté, même s'ils n'étaient pas prêts. Et ils ont partout résisté, en fait, avec vraiment un grand courage. Et lorsqu'ils se rendent, faute de munitions, ils sont tous passés, alors on va dire par les armes, mais ils sont surtout passés par les sabres. Vous en avez quelques-uns qui réussissent quand même à s'échapper. Ça deviendra la colonne Alessandrie qui rejoindra la Chine. Mais par contre, ce coup de force a un impact considérable, puisque déjà à l'époque, vous avez la formation du Parti communiste vietnamien avec Ho Chi Minh. Et là, disons que le français ou l'occidental qui était, on va dire, vu un peu comme indestructible, eh bien finalement, il est destructible. Et en plus, par des Asiatiques. Donc ça après, voilà, ça va amener, on va dire, une certaine idée de la fragilité, en quelque sorte, hein, de la France et de ses représentants. Alors ensuite, une autre date, on va dire importante, mais qui est un peu moins connue, c'est juillet 1945. Eh bien, vous avez les Américains, comme ils sont, on va dire, officiellement anticolonialistes, ils vont parachuter des conseillers techniques auprès d'Ho Chi Minh. Ce que j'aime bien, moi, c'est le retour de flamme qu'ils ont eu quelques années plus tard. Donc, le 2 septembre 1945, vous avez donc Ho Chi Minh. Alors, je n'ai pas précisé, mais Ho Chi Minh, c'est le futur, on va dire, chef d'État du Vietnam, hein, quand ça deviendra Vietnam. C'est le représentant politique en fait. Hein. Eh bien, il prend le pouvoir à Hanoï. Donc Hanoï, c'est au nord. Et il déclare donc la République démocratique du Vietnam. Donc vous avez en deux mots, le Vietnam, enfin ce qui est devenu le Vietnam. À l'époque, vous avez l'Indochine. Donc au nord, vous avez le Tonkin. Au centre, le Hanam. Et au sud, la Cochinchine. Donc ce sont trois régions. En octobre 1945, vous avez le général Leclerc, parce qu'il faut quand même remettre un peu de l'ordre, hein, aux yeux de Gaulle, et vous avez le général Leclerc donc, qui débarque avec un corps expéditionnaire, et pour justement reconquérir en quelque sorte l'Indochine. Mais lui, Leclerc, il a bien conscience qu'on est en train de se mettre un peu dans des ennuis, et pour lui, il déconseille totalement la guerre. Et il est plutôt favorable en fait à une entente avec Ho Chi Minh, voire à accepter l'indépendance de l'Indochine. Dans sa tête, il vaut mieux que l'Indochine ou le futur Vietnam reste dans l'Union française, qui est composée aussi du Laos et du Cambodge, que l'entrée en guerre
avec les Vietnamiens. Guerre dont on ne connaît pas trop l'issue encore à l'époque. Hein. Bon, bien sûr, les politiques, eux, ont une autre vision, notamment d'Argent-Lieu, qui est le commissaire politique en Indochine. Et en fait, bon, d'une certaine manière, sans s'étendre sur l'opération, ils court-circuitent Leclerc, et en déclarant en fait la Cochinchine indépendante, alors qu'Ho Chi Minh, bien sûr, lui, il veut le Vietnam complet, c'est évident, il veut les 3 régions, et ça provoque. Alors, je vous fais, c'est un gros raccourci. Hein. Commencez pas à vous dire ah bah ouais, mais il n'a pas parlé de ça, il n'a pas parlé de ça. On n'a qu'une heure, et encore, je ne sais même pas si j'y arriverai. Donc, voilà, je vous la fais très court. Hein. Et puis, donc, à un moment donné, à Haiphong, donc ça, c'est au nord, vous avez des incidents, parce que vous avez un bombardement de la flotte française, bon, pour différentes raisons, et ça crée donc les premières bousculades, on va dire. Hein. Donc, en date clé, vous avez octobre 1950, pour ceux qui connaissent un peu l'Indo. Octobre 1950, c'est le drame de la RC4. C'est-à-dire que là, on est toujours au nord, on est toujours au Tonkin, le long de la frontière chinoise. Et à partir de 1950, vous savez que la Chine passe, enfin, en 1949, la Chine passe communiste. À partir de là, ils aident les communistes vietnamiens dans leur guerre. Donc ça change la donne. Et en fait, donc les troupes vietnamiennes se massent le long de la frontière chinoise. Et du côté français, on sent bien qu'ils vont passer à l'attaque. Et vous avez donc un ordre qui est donné beaucoup trop tard de Cao Bang. Donc Cao Bang pour rejoindre ensuite Lang Son, qui est un peu plus au sud. Donc par la route coloniale 4. Et vous avez 5000 hommes qui partent, avec les civils aussi qui ont décidé de les suivre, etc. Et c'est un carnage. En fait, on perd 5000 hommes là-bas, plus par, on va dire, encore incompétence. Donc là, par contre, incompétence militaire, incompétence du colonel qui est responsable de l'opération. Et voilà, donc ça, c'est une date importante. Ensuite, vous avez 52. 52, c'est la bataille de Nassan, qui est un peu au sud de Dien Bien Phu. Et là, par contre, les Français vont stopper en fait un déplacement stratégique, on va dire, de l'Est, donc des Vietnamiens, des troupes de Giap. Giap était le général qui commandait les forces vietnamiennes. Et donc vous avez les Vietnamiens qui veulent passer par là pour aller s'emparer du Laos. Et donc sous le... Alors je ne sais plus s'il était colonel ou général déjà à l'époque, on va dire général Gilles ou colonel Gilles, je ne sais plus. Donc ils montent un camp retranché, exactement comme Dien Bien Phu. Et là, ils vont stopper. Ils vont stopper les Vietnamiens. Ils vont les stopper parce que donc ils vont faire des points d'appui, mais surtout, ils ont un appui d'artillerie important, et en plus, ils ont un soutien très très important aussi de l'aviation. Et les Vietnamiens, à ce moment-là, n'ont pas vraiment d'artillerie. Donc vous allez avoir toute une multitude de vagues de soldats vietnamiens, comme un Dien Bien Phu, qui vont venir en fait se mourir, on va dire, sur les défenses françaises. Et à mon avis, ça a beaucoup joué pour Dien Bien Phu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'état-major français se dit « Ouais, super », enfin ils l'ont peut-être pas dit comme ça, mais « Ouais, super, en faisant des points d'appui, eh ben, ils viennent se fracasser sur nos barbelés, sur nos mines, on les massacre et on gagne. » Sauf que Dien Bien Phu, c'était pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et puis donc, alors, date qui nous intéresse directement, novembre 1953, vous avez l'opération Castor. L'opération Castor, eh bien c'est encore pour stopper un déplacement stratégique donc de Giap, toujours pour aller prendre le Laos. Et donc l'opération Castor, le 20 novembre, c'est le parachutage le premier jour, donc du 1er RCP et puis du 6e BPC, le bataillon du commandant Bichard, il n'est que commandant encore à l'époque. Et il saute sur Dien Bien Phu. Pourquoi Dien Bien Phu? Alors, j'ai pas arrêté d'entendre pendant tout le salon là, ouais, pourquoi est-ce qu'ils sont allés dans une cuvette? Et à chaque fois, j'ai répété, la cuvette, elle fait quand même 17 km de long. Et puis, je crois que c'est 7, enfin j'ai noté, je crois dans les 7 ou 8 km de large. Donc c'est quand même
c'est plus qu'une cuvette, c'est une baignoire. Donc il y a ça. J'y suis allé 2 fois, je suis allé 2 fois sur place, et quand vous allez là-bas, bah, vous n'avez vraiment pas l'impression d'être dans une cuvette. Honnêtement. Les montagnes sont loin. Alors après, vous avez des collines, okay, dont on reparlera tout à l'heure. Donc à chaque fois, les Vietnamiens, lorsqu'ils attaquaient, ils grimpaient, et vous verrez à la fin sur les photos, les pentes, elles sont bonnes. Mais à aucun moment, on va dire, ils pouvaient réellement tirer avec leur fusil, admettons, d'en haut en bas. Ça, c'est pas vrai. Alors pourquoi Dien Bien Phu? Tout simplement parce que déjà c'était sur le passage donc, des Vietnamiens pour aller au Laos. Ensuite, c'était on va dire, c'était une région de culture, de rizière. Donc en prenant Dien Bien Phu, ils privaient aussi le Viet Minh d'un approvisionnement important en nourriture. Ensuite, datant de la dernière guerre mondiale, vous avez une ancienne piste d'aviation qui avait été construite par les Japonais, donc qu'il fallait remettre en état, mais c'était pour les Français c'était excellent parce que cela leur permettait aussi de faire atterrir régulièrement des avions pour les ravitaillements, pour construire le camp, etc. Vous aviez une deuxième piste qui était à peu près à 4-5 km au sud, dans ce qui deviendra le point d'appui Isabelle. Voilà, donc vous aviez, on va dire, des raisons. Alors après, bien sûr, pour moi, ça n'a pas péché là. Ça n'a pas péché sur le fait qu'ils étaient effectivement, malgré tout, comment dire, je cherche le terme. On dit toujours, enfin, au niveau militaire, on dit, voilà, qui tient les hauts, tient les bas. C'est vrai, mais ça a été vrai parce que les Vietnamiens, contre toute attente, ont réussi à amener de l'artillerie, mais sinon, voilà, ça n'aurait pas réellement joué. Je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est la sous-estimation, surtout, de l'armée française, de l'état-major français, par rapport aux capacités vietnamiennes. Premièrement, d'amener des canons. Deuxièmement, par rapport à la quantité de canons qu'ils avaient. C'est surtout ça qui a péché. Et puis après, bon, on va dire, c'est toujours facile de dire des erreurs, hein, une fois qu'on connaît le truc. Hein. Mais c'est vrai que, bon, au niveau commandement, il aurait pu y avoir certaines choses mieux faites. Mais bon, je vous dis, c'est facile de refaire des batailles, ou nous, pour le jeu, de refaire des parties. Hein. Donc le 20 novembre, voilà, vous avez les premiers Français qui tombent sur Dien Bien Phu, vous avez des combats, parce que par un concours de circonstances, vous avez une compagnie qui s'entraîne, une compagnie vietnamienne qui s'entraîne, juste à ce moment-là, donc il y a eu des combats, mais en fait, bon, elle est rapidement submergée. Et puis, ils commencent à construire. Contrairement à ce qui a été fait dans le Tonkin, au Tonkin et dans le Delta, ils ne vont pas construire de bunkers. Ils vont construire, en fait, ils vont faire des tranchées. Et puis des abris. Mais ces abris, ils restent en bois et en terre. Donc là encore, c'est une sous-estimation des capacités d'artillerie vietnamienne. Sinon, ils auraient fait des bunkers en béton. Mais ils n'amènent pas de béton. Et puis voilà, et puis bon, donc ils prennent différents points, ils fortifient les différentes collines, ils amènent 10 chars, donc des Chaffee, des chars légers américains qui vont être amenés en pièces détachées et remontés par un détachement de mécanos de la Légion. Et puis voilà, puis tout va bien. Ce qui se passe aussi politiquement, c'est que, on va dire, le gouvernement, enfin les différents gouvernements français qui se sont succédés, qui ont souvent été pris dans les tourmentes, veulent en finir avec cette guerre. Et vous allez avoir, donc il est prévu de faire, ça s'appelle la conférence de Genève, pour terminer la guerre d'Indochine. Mais ils veulent finir, on va dire, sur une victoire, ou au moins sortir la tête haute. Donc ils imposent en quelque sorte au général en chef de l'armée française de l'époque, qui est général Navarre, et qui lui ne connaît absolument pas l'Indochine. Ils lui disent, bon là, il faudrait quand même une bataille un peu décisive, et puis qu'on gagne. En fait, ils provoquent. C'est-à-dire qu'ils vont tous se rassembler là-bas aussi sur Dien Bien Phu, pour inviter en quelque sorte l'armée vietnamienne à venir se frotter à l'armée française, en pensant qu'ils sont largement plus forts. Seulement, là, quand on les connaît un peu, en fait, les Vietnamiens, conseillés par des conseillers chinois,
Les Américains sont plus là, ce sont les Chinois maintenant. Et puis les Russes. Eux, ils enregistrent. C'est-à-dire qu'ils enregistrent autant des défaites que des victoires. Et là, maintenant, ils savent que l'artillerie, c'est prépondérant. Donc, ils réussissent à amener, en fait, en toute discrétion, ils réussissent à amener des canons de 75, 205, alors qu'ils sont toutes origines, hein, russes, chinoises, américaines, pris aux Chinois, en fait, ou américaines pris aux Français. Et puis, ils vont réussir à monter ces canons dans les montagnes. Alors, là aussi, ils vont les amener aussi pour certains en pièces détachées. Alors, il y a souvent l'image aussi un peu d'Épinal, il y a des vidéos comme ça qui ont été filmées, des vidéos de propagande, où on voit les gars tirer les canons et tout. C'est vrai, mais c'est vraiment à la fin. Hein, sinon, ils sont venus tirer par des camions. Donc, ils vont réussir à monter ces canons en haut des montagnes, à les cacher. Donc ils font des espèces de grottes ou d'abris complètement camouflés par la végétation, donc invisibles. Et puis à partir de là, ils vont se mettre le 13 mars, donc demain, on va dire, pour l'anniversaire. Le 13 mars à 17h15, ils vont se mettre à canonner sur Béatrice. Alors, si vous voulez, tout à l'heure, vous pourrez passer sur le stand, vous verrez, j'ai une carte donc de Dien Bien Phu, une carte d'état-major de l'époque, une reproduction, hein, mais on a la carte d'état-major de l'époque avec les différents points. Donc vous avez le centre de Dien Bien Phu avec différents points d'appui. On va dire au nord-est, vous avez donc Béatrice qui est tenue par un bataillon de la Légion étrangère. Au nord, à quelques kilomètres, vous avez donc Gabriel qui est tenu par un régiment de tirailleurs algériens. Après, donc, vous avez le centre, et à 4-5 km à peu près au sud, vous avez Isabelle qui est aussi tenue par un bataillon de la Légion étrangère. Et là, donc le 13 mars, ils bombardent donc Béatrice et ils montent à l'assaut. Et je crois que c'est sur le coup de minuit ou 1h. En fait, l'état-major de la colline, les chefs de la Légion sont tués quasiment tout de suite par un coup au but. Donc, ce qui, bien sûr, détériore un peu, on va dire, la défense. Et en fait, donc, dans la nuit du 13 au 14, eh bien, Béatrice tombe. Et là, c'est un gros coup au moral de l'armée française. Parce que, premièrement, ils découvrent que les Vietnamiens, contre toute attente, ont des canons. Et qu'en plus, un bataillon de la Légion étrangère, il s'est fait absorber comme ça en quelques heures. Alors, c'est sûr que les Viets ont eu énormément de pertes. Mais bon, eux, ils comptent pas. Donc, un bataillon en moins. Et puis par malchance aussi, au centre, vous avez un chef, donc le colonel Gaucher, qui pareil avait la responsabilité de tout le centre, un colonel légionnaire, qui lui aussi est tué par un coup au but. Le lendemain, le 14, dans l'après-midi, rebelote sur Gabriel. Je ne sais plus vers quelle heure à peu près, donc ils font un bombardement encore monstre. Et puis, quelques heures après, Giap lance ses vagues d'assaut qui sont repoussées, en fait. Hein, ils se battent jusqu'à 2h30 du matin, donc le 15. Il y a tellement de pertes côté vietnamien que Giap arrête l'attaque. À 3h30, cela recommence, avec un nouveau bataillon, en fait, hein, avec des nouveaux régiments. Donc, ils sont tout frais, alors que les tirailleurs, eux, ils commencent un peu à être fatigués, pour ceux qui restent. Et puis finalement, au petit matin, une contre-attaque française est lancée, mais très très mal, on va dire, coordonnée, enfin bon. Et finalement, donc, Gabriel tombe à son tour. Et là, pour certains considèrent que la bataille de Dien Bien Phu est perdue. Donc en fait, commence le 14, et le 16 au matin, on peut considérer que la bataille est perdue. Pourquoi ? Eh bien parce que, à partir de Gabriel, les Vietnamiens ont une vue imprenable sur la zone d'atterrissage. Donc là, ils peuvent positionner des pièces et canarder les avions qui sont sur la zone. En plus des canons d'artillerie, ils ont amené des canons de 37 mm russes et puis des mitrailleuses.
russes. Et donc, ils ont une DCA phénoménale. Parce qu'à ce moment-là, les Français, bon, ils vont commencer à bombarder la zone. En quelques jours, je ne sais plus combien, mais très rapidement, la piste d'atterrissage est détruite. Vous avez le dernier avion qui décolle avec les blessés, et puis vous en avez un même qui ne peut même pas redécoller. Et à partir de là, donc, le seul ravitaillement possible pour le camp, c'est par parachutage. Parachutage des hommes et parachutage de munitions, de vivres, etc. Mais ces parachutages sont rendus extrêmement dangereux par la DCA très très intense qui entoure le camp. Ce qui fait qu'ensuite, les parachutages ne pourront plus se faire que de nuit. Et encore. Donc ça commence vraiment, on va dire, à sentir le roussi. À partir du moment où la piste n'est plus utilisable, je vous dis, bon, en gros, c'est une semaine, c'est fini. Par contre, on peut se dire quand même que les troupes de Giap ont quand même bien dégusté entre l'attaque de Béatrice et de Gabriel, puisque Giap va attendre 15 jours avant de réattaquer le camp français. Encore aujourd'hui, on ne connaît pas les pertes officielles vietnamiennes. Si on les écoute, bon, ils sont à peine égratignés le doigt. Hein. Bon, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même, quoi. Mais il n'empêche qu'il attend quand même 15 jours avant d'y repartir. Donc je pense qu'il y en a eu quand même pas mal. Donc, c'est le 29 ou le 30 avril, je ne sais plus, commence la... Si, entre-temps, ils ont grignoté encore des collines qui s'appellent Anne-Marie, enfin des points d'appui Anne-Marie, qui sont, eux, au nord-ouest. Donc, commence fin mars, la bataille des 5 collines. Donc la bataille des 5 collines, c'est en venant de l'Est, ils vont attaquer les points d'appui qui s'appellent Dominique et Eliane. Donc chaque point d'appui, en fait, est composé de différentes collines. Donc vous avez Dominique 1, Dominique 2, Dominique 3, 4, Eliane 1, Eliane 2, 3, 4, etc. Et très rapidement, en fait, les Dominiques tombent. On perd Dominique 2. Alors Dominique 2, je crois que j'ai pris des photos de Dominique 2. C'est la colline la plus élevée. On perd aussi Eliane 1. Voilà, on perd... et donc beaucoup... je pense que vous avez aussi entendu parler de la rivière Nam Yung. Hein, pour ceux qui ont vu le film des Mets Fous. Donc qui traverse totalement traverse le camp. Et à partir de là, vous avez alors notamment certains individus des troupes coloniales qui sont totalement démoralisés et qui se réfugient donc sur les rives de cette rivière, un peu à l'écart des combats, mais toujours à des milliers de fous quand même, hein, et qui vont à partir de là s'appeler les rats de la Nam Yung. Donc là, ça commence à ce moment-là. Et puis à un moment donné, on va dire que les assauts vietnamiens sont quasiment en train de tout bousculer. C'est-à-dire que les points d'appui Eliade et Dominique, ce sont les points, donc, comme je vous disais, qui sont à l'est et qui vraiment protègent. En fait, c'est le rempart du camp retranché, juste avant la Nam Yung. Et si ces collines tombent, c'est tout le camp qui tombe. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, tout est ramassé, quoi. Et vous allez avoir un lieutenant sur Dominique 3 qui s'appelle le Point de Brook, qui est un lieutenant d'artillerie, donc de troupes coloniales aussi, et qui reçoit l'ordre en fait de détruire ses canons parce que tout est fichu. Mais s'il détruit ses canons, ça veut dire que le camp est fichu. C'est-à-dire qu'il se retrouve, lui, à un moment donné, le dernier rempart possible face aux vagues vietnamiennes. Et en fait, il désobéit et il fait aligner, on dit flèche 0 en fait, il fait aligner ses canons, ses 4 canons, alors, je pense que ce sont les 105, là j'ai pas vraiment la précision. Donc si vous voulez, à l'horizontale, avec ses hommes, il récupère aussi les autres gars qui sont en déroute, on va dire. Donc il réussit à faire une sorte de ligne de front, en quelque sorte. Et puis il tire, voilà, à l'horizontale, sur les vagues d'assaut. Et il réussit à stopper l'attaque. C'est lui qui sauve le camp, en fait, à ce moment-là.
Bon, il sera tué plus tard, mais à ce moment-là, c'est lui qui sauve le camp. Voilà. Et donc, pendant tout ce temps-là, eh bien, vous avez Eliane 2 qui tient. Et tout à l'heure, vous verrez sur les photos, on va se retrouver sur Eliane 2. Donc, vous avez le 8e BPC, en fait, qui reprend aussi Dominique 2, donc, que l'on a perdu dès le départ, et le 6e BPC, donc celui de Bijard, reprend Eliane 1. Donc on réussit quand même à reprendre des collines. Bon, ce qui se passe, c'est que parfois on reprend les collines, enfin on reprend, ils reprennent. Ils reprennent les collines, mais une fois arrivés en haut, ou ils sont plus assez nombreux pour les tenir, ou ils n'ont plus de munitions de toute façon pour les tenir. Donc ils sont bons. Parce que ça va être le continuel problème pour la garnison, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'hommes. Et les Français sont toujours en sous-effectif. Alors les largages, bon, bien sûr, commencent, mais c'est toujours... on a toujours un train de retard, en fait. Alors ce qui se passe, c'est que devant toutes ces pertes, quand même, parce que les pertes s'accumulent, malgré tout, côté vietnamien. Et donc à partir de là, une fois que la bataille des 5 collines, en fait, est terminée, Giap n'a réussi donc qu'à prendre que certaines collines. Alors c'est sûr qu'à partir de là, à partir du moment où les Vietnamiens sont sur une colline, là effectivement ils peuvent tirer sur d'autres collines, les collines les plus proches, c'est certain. Mais au départ, je vous dis, là c'est pas un problème de cuvette, enfin à mes yeux. Donc vous avez aussi des tentatives bien sûr d'appui au sol de la part de l'aviation. Mais le problème de l'aviation, au-delà de la DCA, qui complique quand même grandement les choses, c'est que, contrairement donc à Nassan, dont je vous parlais tout à l'heure, Nassan a été parfaitement soutenu par l'aviation. Parce qu'il n'était pas à toute proportion gardée, très très loin de Hanoï. Là, Dien Bien Phu, c'est loin de Hanoï. Ce qui veut dire que les avions, quand ils partent d'Hanoï, je crois qu'il y a trois aérodromes à l'époque à Hanoï. Lorsqu'ils partent d'Hanoï, ils ont, en termes de carburant, parce qu'ils ne peuvent plus se poser à Dien Bien Phu, ils ont quelques minutes à passer sur le camp avant de revenir. Sinon, ils n'ont pas assez de carburant pour atterrir. Et en plus, ils se prennent la DCA. Donc, les soutiens aériens, ils sont plus que moyens. Même si les pilotes, ils y vont, ils sont courageux, il y en a pas mal qui y sont restés, ils ne peuvent pas faire grand-chose en fait. En plus, quand vous montez au nord du Vietnam, eh bien vous vous rendez compte que c'est on va dire que c'est le nord. La météo, elle est moyenne. Il peut faire froid, c'est l'époque où il y a énormément de pluie. Donc à l'époque, les avions ne sont pas équipés comme aujourd'hui. C'est toujours, on va dire, en visu. Donc si la météo n'est pas bonne, les avions ne décollent pas. Les Vietnamiens l'ont bien compris, ils attaquent de nuit. De nuit, l'aviation n'attaque pas. Donc toute la stratégie française qui reposait sur le soutien en hommes, en matériel, en vivre, tout ça s'est écroulé, ça n'existe plus. Ça veut dire que la garnison, à partir de ce moment-là, on le sait, elle est condamnée. La seule chance, c'est par rapport, et c'est un peu l'objectif aussi de départ, c'est que par rapport à la Convention de Genève, c'est de tenir suffisamment longtemps ou faire suffisamment de pertes aux Vietnamiens pour qu'ils en aient marre et qu'ils arrêtent. Mais c'est la seule chance de survie de la garnison, en fait. Ils le savent. Ouais, j'avais noté que les avions Hanoï-Dien Bien Phu, vous voyez, ça fait 600 km. Aujourd'hui, quand on école pour aller à Dien Bien Phu, donc on prend l'avion, bien entendu, à Hanoï, on a 2 heures de vol, en fait, pour arriver, et on atterrit sur la piste, qui est toujours présente, bien sûr. Autre souci par rapport à la garnison, c'est que les Français sont toujours sont toujours en action, toujours en activité. Autant les Vietnamiens, les régiments se renouvellent,
Les Français, eux, ce sont toujours les mêmes qui sont là. Donc qui ne dorment pas, qui mangent comme ils peuvent. On a constaté des morts, ce sont des morts d'épuisement. C'est-à-dire que le soldat meurt sans blessure, sans rien. Il meurt tout court. Tellement ils sont épuisés. Après, vous avez aussi, je ne sais plus sur quelle colline, je crois que je l'ai noté, ouais, c'est sur Eliane 1, à un moment donné, une contre-attaque, pour vous donner quand même l'état d'esprit, parce qu'ils ne sont pas tous dans l'Anamium. Sur Eliane 1, vous avez les légionnaires je crois que c'est du premier BEP, du deuxième, bon, pas grande importance, donc des légionnaires qui montent à l'assaut en contre-attaque d'Eliane 1 pour la reprendre, et qui montent en chantant. Et c'est la première fois où ils chantent, bon, vous avez une chanson militaire qui s'appelle Contre les Viettes. Et c'est la première fois qu'ils chantent cette chanson en montant à l'assaut sur Eliane 1. Et ils sont suivis d'un bataillon un petit peu particulier, qui est le 5e Bavoine, et qui est un bataillon vietnamien aussi. Mais vietnamien côté français. Et ce bataillon, comme ils ne connaissent pas la chanson, forcément, eh bien ils montent en chantant la Marseillaise. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer, mais vous avez donc les Vietnamiens qui tiennent, et qui sont eux, à leur tour, dans les tranchées en fait, qui tiennent la colline, et vous avez des hommes qui montent l'arme à la hanche, notamment pour les légionnaires, qui montent en tirant des rafales, et qui montent en chantant. Et forcément qui tombent aussi. Donc à partir du mois d'avril, comme Giap se rend compte que ce n'est pas non plus si facile que ça, à partir de ce moment-là, contrairement à ce que lui conseillent les conseillers chinois, justement, eux, les conseillers chinois, de toute façon, en dehors des vagues d'assaut, ils ne connaissent pas grand-chose d'autre. Hein. C'est ce qu'on a vu en Corée, en fait. Donc lui, bon, il en a un peu marre, on va dire. Et donc, en fait, il décide d'utiliser une autre stratégie, qui est celle du grignotage. C'est-à-dire qu'à partir de là, les Vietnamiens n'ont plus faire des vagues d'assaut, mais ils vont faire des tranchées, et qui vont se rapprocher, peu à peu. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le travail de Sape ou les sièges que nous avions, nous, à une certaine époque. Et ils vont grignoter, peu à peu. Alors bien sûr, ça amène encore d'autres combats, c'est-à-dire qu'ils vont venir de nuit, ils vont essayer donc de faire ces tranchées, et puis le jour, déjà les Français essaient de les en empêcher, donc vous avez des combats par rapport à ça, et puis le jour, les Français essayent de remblayer les tranchées. Je dirais que malheureusement, les Français ne réussissent pas à remblayer autant que les Vietnamiens arrivent à creuser. Donc forcément, on l'avance. Ça amène aussi que, un peu comme une peau de chagrin, en fait, la superficie du camp se réduit de plus en plus. Ce qui veut dire que les parachutages qui sont toujours faits dans des conditions extrêmes et difficiles, eh bien, de plus en plus souvent, à partir de maintenant, ces parachutages vont se faire dans la zone Viet. Donc on va alimenter en munitions, même s'ils n'en ont pas vraiment besoin, on va alimenter les Vietnamiens en munitions, en nourriture, en médicaments, etc. Et de moins en moins, bien sûr, pour les Français, par définition. Pour le parachutage des hommes, ça va être la même chose. Vous en avez qui auront la chance de tomber côté français, et d'autres qui auront la malchance de tomber côté vietnamien. Ça va être de plus en plus difficile. N'oubliez pas que ça se fait la nuit. Et d'ailleurs, j'ai vu tout récemment là, un témoignage sur YouTube d'un combattant français qui avait été parachuté là-bas de nuit, et il disait que, en fait, c'était, alors entre guillemets, une vision assez exceptionnelle. Bon, déjà, il y a toujours la peur. Bon, quand on saute en parachute, on a toujours, bon, déjà, on a la peur naturelle de sauter en avion, enfin, de sauter d'un avion, je veux dire. Mais là, en plus, il disait, voilà, quand on regardait le sol, c'était éclairé de partout, par rapport au combat qui se faisait entre les hommes au sol, mais surtout aussi éclairé, bien sûr, par les munitions, enfin, par les tirs anti-aériens
Et il disait, on avait l'impression que le sol, en fait, en fonction des différents éclairages instantanés, que le sol se mouvait. Et il disait, il y avait un vacarme énorme par rapport aux explosions, par rapport aux tirs, par rapport à tout ça. Bon, puis en plus, quand vous êtes dans un avion, qu'on va sauter, par définition, vous avez la porte ouverte, c'est pareil, vous avez un vacarme énorme dans l'avion. Donc je pense plus la peur, alors peut-être pas là, je pense que la peur du saut, je pense qu'elle devait passer après, la peur du combat lui-même, hein. Même si c'était voilà, si c'était des professionnels, ça ne change rien, ils étaient humains. Et donc il disait que c'était vraiment... lui disait qu'il n'avait pas connu ça ailleurs, quoi. Et on peut le comprendre assez facilement. Donc la vie n'était pas facile pour eux, quoi, on va dire. Alors là aussi, on a toujours des anecdotes hein, là-dessus. C'est que vous avez 10 soldats donc, du 6e BPC, donc le bataillon de Niger toujours, qui vont tenir pendant 8 jours. Ils sont 10 et ils tiennent aux assauts donc, vietnamiens pendant 8 jours. Et à la fin, il reste donc 2 survivants et ils arrêtent parce qu'ils n'ont plus de munitions, quoi. De toute façon, c'est souvent, enfin, il y a beaucoup de témoignages qui disent que lors des assauts, les Français se battaient à peu près à 1 contre 10. Donc, ils ne pouvaient pas être partout non plus, quoi. Alors c'est là aussi où vous avez, malgré tout, une aide américaine, parce qu'au départ de la guerre d'Indochine, en fait, il faut quand même savoir que, comme je vous le disais tout à l'heure déjà, il y avait des conseillers américains auprès d'Ho Chi Minh, mais lorsque le gouvernement français donc, a voulu envoyer Leclerc avec ses troupes en Indochine, pour établir un peu, on va dire, l'ordre, si j'ose dire, eh bien, il n'y avait aucun... Enfin, les Américains refusaient de leur fournir des navires. Et ils mettaient même des bâtons dans les roues dans l'organisation du corps expéditionnaire. Ce sont les Anglais, pour une fois, qui ont fourni des navires et qui ont aidé les Français à aller en Indochine. Alors c'est vrai que les Anglais et les Français, à ce moment-là, par rapport, on va dire, aux colonies, au sens large, c'était un peu le même combat. Alors pour les Américains, c'était différent. Mais là, par contre, les Américains ont quand même pris un peu conscience, par rapport à la guerre de Corée, par rapport à la guerre froide, qu'effectivement, peut-être que la guerre d'Indochine fait partie, c'est pas directement une guerre coloniale, mais c'est plutôt une guerre qui fait partie de la guerre froide. Parce qu'en fait, les Vietnamiens sont quand même soutenus par les Chinois, par les Russes. Donc, à partir de 50, autant les Chinois vont aider, bien sûr, considérablement les Vietnamiens, mais les Américains vont commencer aussi à soutenir les Français. Et donc là, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu déjà le film, il y a un film qui s'appelle Air America. Hein, alors ça se passe au Vietnam, qui parle d'une société civile, on va dire, américaine de transport, qui est en réalité qui est soutenue par une agence, enfin par la CIA. Et là, vous avez en fait l'ancêtre d'Air America, pareil avec des pilotes américains qui vont voler en mixité avec des pilotes français. Et ce sont des anciens d'ailleurs de la Corée. Et qui vont faire ces vols de ravitaillement. Et c'est la première fois, à un moment donné, vous allez avoir un avion, un C-109 qui va être abattu. Et vous avez 2 pilotes américains qui vont mourir. Ce seront les premiers qui mourront, donc au Vietnam. C'est à ce moment-là en fait. Et ensuite c'est devenu donc Air America pendant la guerre du Vietnam. Ce sont des anciens, je crois que pendant la guerre de Corée, ça s'appelait les... je ne sais plus si je l'ai noté. Ouais, les tigres volants. Je pense que vous en avez entendu parler. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc, alors là, je vais vous lire parce que bon, c'est plus simple, plutôt que le résumé. C'est une petite analyse vite fait du général Giap, et qui dit « Nous étions si loin de nos bases, à 500 km, enfin entre 5 et 600 km. Ils étaient persuadés, donc en parlant des Français, forts de leur expérience des batailles précédentes, que nous ne pouvions pas ravitailler une armée sur un champ de bataille au-delà de 100 km. Et seulement pendant 20 jours. Or, nous avons ouvert des pistes, mobilisé 260 000 porteurs. Nos pieds sont en fer, disait-il. Des milliers utilisant des vélos fabriqués à Saint-Étienne,
que nous avions bricolé pour pouvoir porter des charges de 200 kg, 250 kg. Bon, les vélos, ils les exposent, hein. Moi j'en ai vu un là-bas, forcément, sont les outils de leur victoire. Alors ce qui va se passer aussi à partir de ce moment-là, c'est que bon, les Français ont déjà envoyé pas mal de régiments parachutistes, donc ils commencent un peu à être en manque. Par rapport aux équipages de chars, donc je vous rappelle qu'il y a 10 chars sur le terrain, donc certains déjà ont été détruits. Tout à l'heure vous verrez, je vous montrerai des photos des chars de l'époque et des chars maintenant. Pour la plupart ils sont restés sur place. Et vous avez aussi bien sûr des chars qui sont encore en état de fonctionnement, mais dont les équipages ont été blessés ou tués. Donc il faut de nouveau des cavaliers. Dans l'armée française on dit cavaliers. Et à partir de ce moment-là, donc il va y avoir, on va dire, un appel de volontaires auprès des cavaliers, des équipages de chars, donc qui ne sont pas eux brevetés parachutistes, forcément. Et puis on va aussi commencer à demander à des volontaires non parachutistes de sauter sur Dien Bien Phu. Donc leur premier saut, et l'unique saut, sera sur Dien Bien Phu. Et là, eh bien, vous avez plein de volontaires. C'est-à-dire qu'ils ne montent pas jusqu'au bout, jusqu'à la fin, il ne manque absolument pas de volontaires. Ça aussi, c'est important de le noter. Oui, et en fait, l'idée générale, parce que bon, ils savent de toute façon, grosso modo, que c'est déjà perdu. Hein. Et en fait, tous ces hommes qui vont aller là-bas, ils disent que c'est pour l'honneur et les copains. Dans le camp retranché, donc ça se réduit de plus en plus, hein, toutes les nuits, de toute façon, il y a des combats, toutes les nuits, il y a des pertes, donc qui sont difficilement remplacées, et toutes les nuits, ils perdent du terrain. Ce qui fait tenir les Français, enfin quand je dis les Français, c'est au sens large, hein, il y a aussi les troupes coloniales, il y a tout ce monde-là. Hein. Ce qui fait tenir, on va dire, la garnison, c'est toujours l'espoir d'être secouru. Alors on parle beaucoup d'une intervention américaine. Même à un moment donné, il est envisagé l'usage d'une bombe atomique. Mais bien entendu, bon ça, on va dire, c'est quand même hors de question. L'intervention américaine, elle est plus que délicate, c'est pour ça qu'elle n'aura pas lieu non plus, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir directement, c'est pour ça qu'ils utilisent, on va dire, la future Air America. Parce que si les Américains interviennent, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, en fait, hein, au présent, eh bien, il y a un risque très fort que la Chine intervienne. Forcément, c'est l'escalade. Donc, ils n'interviendront pas. Dans les derniers jours de Dien Bien Phu, vous avez enfin, parce que ça trotte dans la tête de certains depuis un bon moment, vous avez enfin l'état-major aussi qui se décide à mettre en place donc une intervention donc extérieure avec ce qu'on appelle les commandos mixtes, c'est-à-dire donc des commandos qui sont formés par les Français et puis les troupes essentiellement des Hmong. Donc les Hmong sont une ethnie vietnamienne. Ils sont eux aussi habitent dans le nord, ils sont à cheval. Eux-mêmes se disent en fait qu'ils n'ont pas de pays directement. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois en Chine et à la fois au Vietnam. Et puis voilà, à l'époque ils naviguaient un peu de chaque côté de la frontière. Mais eux par contre ils sont bien sûr côté français, parce qu'ils devinent un peu ce que pourraient être les conséquences d'une implantation communiste dans leur pays. C'est-à-dire la perte de leur culture, la perte de leur liberté. C'est exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, ils ont continué à combattre les communistes avec les Américains au moment de la guerre du Vietnam. Et cela leur a coûté très très cher. Aujourd'hui, j'en ai rencontré dans le Nord, et aujourd'hui, les Hmong, on va dire, c'est... comment dire, ils sont extrêmement pauvres, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien. Les Vietnamiens ont tout retiré et ils leur donnent rien, quoi. Ils leur ont fait vraiment payer très très cher. Oui, alors donc je parlais de l'intervention. En fait, ils se décident à lancer donc cette expédition. Je crois qu'elle était constituée à peu près de 2000 hommes. Mais bon, il faut quand même du temps, hein, ils partent du Laos. Et
Et en fait, cette colonne de secours ne sera plus, je crois, qu'à une trentaine de kilomètres ou 40 kilomètres, je ne sais plus exactement, lorsque le camp va tomber. Donc il récupère 100 ou 200 hommes, à peu près, qui réussissent quand même à traverser les lignes ennemies, mais c'est tout, quoi. Donc voilà, manque de munitions, et puis vous avez donc, alors on va dire l'assaut final par lui-même. Donc il est lancé le 1er mai, au soir. Donc vous avez les divisions 312, parce que les Viet, ils étaient organisés par division. Donc vous avez la division 312 et la 316 qui attaquent de l'Est, en venant directement de l'Est. Et la division 308, donc tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo rapide un ancien colonel de la 308 que j'ai rencontré sur Iliane 2. Donc eux, la division 308, elle doit faire le tour et arriver par l'ouest, parce que l'ouest est beaucoup moins défendu. Il n'y a pas de colline en fait à l'ouest, de l'autre côté d'Annamium. Donc, mais par contre, ils doivent faire tout le tour. Donc c'est beaucoup plus long quand même. Et donc vous avez de nouveau Iliane 1 qui tombe dans la nuit du 1er. Et vous avez donc 2003 et Huguette 5 qui tombent aussi dans la nuit du 2 mai. Donc on commence à arriver à la fin. Et donc on lance encore, vous voyez dans le 2 mai, alors on sent que c'est vraiment la fin, on lance encore un bataillon. Le premier BPC qui va arriver parce qu'on commence aussi à manquer de parachutes. Donc ils vont arriver un peu au compte-gouttes par compagnie. Et donc les derniers hommes sont parachutés, donc toujours de ce bataillon-là, ils sont parachutés le 5 mai. Dien Bien Phu tombe le 7. Pour info, ça tombe le 7. Le 5, ils parachutent encore des hommes sur Dien Bien Phu. Tout en sachant que, bon, de toute façon, voilà, c'est plié. Hein. Le dernier largage prévu, c'est dans la nuit du 6. Vous voyez, à quelques heures de la chute de Dien Bien Phu. Et en fait, ce largage est annulé, pas parce qu'ils se disent, bon, c'est plus la peine d'envoyer les gars, mais tout simplement parce que vous avez une autre opération qui est menée en priorité par rapport à ça, c'est d'utiliser, en fait, c'est pour les opérations Luciole. C'est-à-dire que vous avez des C-47, donc les avions de l'époque. Donc ils envoient en fait comme des fusées éclairantes, si vous voulez, qui envoient des lucioles pour éclairer le terrain, pour faciliter les tirs des Français sur les Vietnamiens. Sinon, c'est la ligne noire toute relative, comme je vous disais, par rapport au tir, ça éclairait quand même, mais voilà. Donc en fait, les gars ne sont pas largués, et l'annulation est donnée au-dessus des Dien Bien Phu. C'est-à-dire que l'avion tourne au-dessus des Dien Bien Phu, enfin les avions, et ils repartent, parce que l'angle est annulé. Et puis, donc on verra ça tout à l'heure sur la photo. Donc dans la nuit du 6 au 7, depuis un petit moment, vous avez les Vietnamiens qui creusent, qui n'ont toujours pas pris Iliane 2. Iliane 2 résiste encore et encore, un peu comme le village bien connu en Bretagne. Et en fait, les Vietnamiens ont utilisé là encore aussi une vieille technique qui est de creuser. Donc ils creusent une galerie pour arriver sous Iliane 2 et la faire sauter. Donc ils veulent déposer 2 tonnes de TNT. Et sur Iliane 2, vous verrez, je crois que j'ai mis la photo, vous avez les vestiges. Alors, selon certains, c'est ou l'ancienne maison du gouverneur, ou un ancien poste français. Finalement, on ne sait pas trop. Mais vous avez encore donc, les murs avec des briques, etc. Et donc, le PC, donc le quartier général, en quelque sorte, hein, de la force qui se trouve sur Iliane 2, est là. Donc, ils veulent faire sauter ce point. Par contre, bon, ils n'ont pas les GPS que nous avons maintenant, ils n'ont pas tout ça. Donc, en fait, ils taillent le tunnel en ligne droite, et puis à un moment donné, ils arrivent sur un mur. Donc ils se disent, bah tiens, voilà, on est arrivé. Ils posent les 2 tonnes de TNT,
et ils font sauter. Donc cela crée un énorme cratère. Ça assomme littéralement de toute façon la garnison. Vous avez quasiment la moitié des troupes qui sont présentes, qui sautent avec le cratère, hein, de toute façon. Et puis l'autre moitié, qui est complètement assommée par le souffle, par la déflagration, voilà. Ce qui fait que Eliane 2 tombe. Et à partir du moment où Eliane 2 tombe, eh bien, Eliane 2, vous avez les Vietnamiens qui sont là, qui sont sur Eliane, et qui voient directement, puisque Eliane 2 est très proche de la Nam Myum, et juste derrière la Nam Myum, vous avez ce qu'on appelle le PC Gono, c'est-à-dire le PC où était le commandement central de Dien Bien Phu. Et à partir de là, vraiment, ils peuvent tirer dessus comme ils veulent. Donc c'est fini. De toute façon, Eliane 2 était le dernier point, vraiment le véritable dernier point d'appui. C'est fini. Donc, au petit matin, ils décident de faire le cessez-le-feu à 17h, je crois que c'est 17h30. Bon, là encore, ça varie de temps en temps, mais je crois que c'est 17h30. Et donc, voilà, ils décident du cessez-le-feu. Donc à 17h30, effectivement. Alors, ordre est donné, par contre, de ne sortir avec aucun drapeau blanc. Ordre qui a été respecté. Alors après, vous avez plein de films. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, je pense que si vous êtes là, vous avez sans doute entendu parler de Schandorfer, qui est un cinéaste qui a fait certains films donc, sur l'Indochine, notamment le film Les Bien Phu, la 317e section, le Krak-Tambour, etc. Lui, il était. En fait, il avait été... alors, je ne sais pas s'il avait été parachuté ou s'il était arrivé par... Je pense qu'il était arrivé par avion au départ, parce qu'il avait filmé. Donc, il a filmé toute la bataille. Mais bien sûr, au moment où les Viettes prennent possession du camp, alors, officiellement, il a détruit ses pellicules, mais en fait, vous avez côté vietnamien, vous avez un caméraman russe qui s'appelle Carmen, et apparemment, lui aurait, en tout cas, il aurait vu il aurait visionné certaines des vidéos, des films de Schandorfer. Mais dans ces cas-là, ce sont les seules images, les seules véritables images de la bataille. Tout le reste, ce ne sont que des reconstitutions. C'est-à-dire que les images que vous voyez, notamment avec les Vietnamiens qui arrivent sur le pont Belay. Le pont Belay, c'est le pont qui est encore en place, d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure. C'est le pont qui traverse donc la Nam Myum, qui rejoignait justement le point d'appui Eliane au PC Gono. Vous voyez donc, on voit les Vietnamiens courir, on les voit aussi arriver sur justement le PC Gono avec le drapeau. Tout ça, ce n'est que de la reconstitution. Hein? Donc à partir de là, le camp tombe, et vous avez à peu près un peu plus de 2000 hommes donc, qui sont morts, français, côté français. Une estimation des Français donne un peu plus de 8000 Vietnamiens qui sont morts. C'est une estimation. Officiellement, les Vietnamiens, je vous le disais tout à l'heure, eux, n'ont quasiment pas eu de mort. Tout s'est bien passé. Et ensuite, vous avez donc, je crois que c'est à peu près de l'ordre de 8000 hommes, un peu plus de 8000 hommes en fait, qui partent donc en captivité sur la RP 41, c'est-à-dire la route provençale 41, provençale, qui longeait le camp et qui part vers la Chine. Et les gars, donc là, il faut se remettre là aussi en situation. Les gars, donc, ils combattent depuis le 13 mars, enfin, pour les plus anciens, donc dans des conditions phénoménales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les morts n'étaient plus enterrés, les blessés, ça débordait les infirmeries, il pleuvait, ils étaient dans la boue, un peu comme en 14, mais pire qu'en 14. Parce qu'au moins en 14, ils pouvaient être relevés, là ce n'est pas le cas. Et ils sont, on va dire, affamés, ils sont enfin, blessés. Donc quand vous vous blessez aussi dans un milieu humide, bon, vous savez ce qui se passe, c'est quand même pas l'idéal. Et donc ils partent dans ces conditions-là, ils partent à pied, pieds nus,
pour éviter qu'ils s'échappent dans la jungle. Et ils partent à pied, avec une nourriture, on va dire, plus que succincte, et ils vont faire plusieurs centaines de kilomètres pour arriver dans les camps. C'est ce qu'on a appelé la marche de la mort. Parce que vous imaginez bien qu'il y en a un certain nombre qui ne va pas arriver. C'est évident. Plus la dysenterie, plus voilà, toutes les maladies locales. Alors, il y a un point aussi important, on parle souvent de Geneviève de Galard aussi, donc qui était, comment on appelle ça, alors, elle n'était pas infirmière, elle était, alors je me souviens plus du terme exact, bon, c'est pas très grave, c'est-à-dire que vous aviez un service de femmes qui était dans les C-47, donc dans les avions, et une convoyeuse, voilà, c'est une convoyeuse de l'air, et ces femmes-là, en fait, accompagnaient, faisaient partie quand même du service médical pour s'occuper des blessés lorsqu'ils repartaient. Et en fait, Geneviève de Galard, elle est restée, puisque son avion, c'est le dernier avion qui n'a pas pu partir. Elle est arrivée avec le dernier avion, et cet avion n'a pas pu repartir, donc voilà. Elle est restée sur place, elle a fait toute la bataille de Dien Bien Phu aussi. Mais on en parle beaucoup moins. Vous aviez d'autres femmes aussi qui étaient présentes à Dien Bien Phu, qui étaient des prostituées. Alors je ne sais pas si elles étaient vietnamiennes ou une autre nationalité, et en tout cas elles étaient asiatiques, mais je crois qu'elles étaient vietnamiennes. Donc au départ, donc, elles étaient prostituées, et puis au fil des combats, eh bien, elles ont servi d'aide infirmière, en quelque sorte. Elles n'étaient pas infirmières, hein, mais d'aide médicale, on va dire, auprès des combattants. Il est évident qu'elles, à la fin, ça s'est très très mal passé quand les Vietnamiens sont arrivés. Parmi les prisonniers, vous avez aussi beaucoup de prisonniers. Alors vous avez des prisonniers donc algériens, marocains. Alors vous aviez des troupes sénégalaises peut-être. Enfin, par rapport aux artilleurs, c'était un régiment africain. Je ne sais pas exactement si c'était sénégalais ou pas. En tout cas, bon, vous aviez toutes ces troupes-là. Vous aviez les Français. Et puis vous aviez aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, des Vietnamiens qui combattaient aux côtés des Français. Donc pareil, leur nombre, je crois, il se monte à peu près à 3000, on ne les a jamais revus. Sur le total, donc, un peu plus de 8000 prisonniers qui partent dans les camps donc, le 7 mai. Pour beaucoup, ils seront libérés donc, après la fin de la guerre. Et on les reverra donc en septembre. Ils commenceront à être libérés en septembre 54. Et vous avez 75% de pertes. Donc c'est pire, proportionnellement, que les camps, on va dire, allemands. Hein, 75% de pertes. Et puis ceux qui sont revenus, quand on voit leurs photos, on se dit comment ils ont survécu après. Au-delà même des traumatismes dont on parle aujourd'hui, mais même physiquement, l'expression la peau sur les os, c'est ça. Et alors, il y a un truc aussi que je veux signaler qui m'horripile, pour rester poli. C'est que ces hommes, quand ils sont revenus en France, bon, bien sûr, l'État français leur a payé, on va dire, leur solde, en quelque sorte, hein, mais ils ont déduit de leur solde l'équivalent des repas reçus par les Vietnamiens. C'est-à-dire que ces gars qui sont restés tous ces temps-là on va dire, en captivité et dans des camps, on va dire, de réinsertion, hein, là aussi, pour rester poli, donc qui avaient le droit, on va dire, à une poignée de riz par jour, eh bien, l'État français a considéré qu'ils avaient été nourris par les Vietnamiens, ils ont retiré l'équivalent du repas. Je ne sais pas si vous imaginez, quoi. J'aurais bien aimé connaître, bon, c'est une petite parenthèse, hein, qui ne regarde que moi, mais j'aurais bien aimé quand même connaître le gars qui a eu cette idée-là, franchement. Puis lui payer un séjour, à la limite, dans les camps vietnamiens. Il y a un truc aussi dont je veux parler, qui est important aussi à mes yeux, pour la mémoire justement de ces hommes. Oui, vous avez, dans
ça c'est aussi un peu moins connu. Vous avez dans les camps vietnamiens, vous avez forcément des commissaires politiques. Donc vous avez un endoctrinement. Tous les jours, il y a des sessions, on va dire, hein, où chacun doit dire oh, voilà, j'étais vilain, j'ai attaqué les vilains vietnamiens, je suis un ignoble personnage, etc., qui défend le capitalisme, tout ça, etc. Vous êtes des gentils. Et donc dans ces camps, vous avez un commissaire politique vous en avez un qui est numéro 2, et il s'appelle Boudarel. Et Boudarel, c'est un Français. C'est un communiste français qui à ce moment-là, en fait, a déserté. Après, ça peut se concevoir. Comme il était communiste, forcément, il n'allait pas forcément servir dans l'armée française. Okay, mais par contre, il est allé extrêmement loin, puisque à un moment donné, il rejoint les camps Viet Minh, enfin il rejoint le camp Viet Minh, et il se retrouve numéro 2 d'un camp. Et en fait, il fait très très bien son boulot côté vietnamien, et vraiment, il va devenir en fait un tortionnaire. Par la suite, il sera accusé donc de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Et voilà, donc on va dire, ça se passe comme ça, quoi. Et puis, donc, bien sûr, il ne peut pas revenir en France. Donc, Moscou, parce qu'il était formé à Moscou, Moscou n'a pas spécialement envie de le voir non plus, donc il fait un petit séjour à Prague. Et puis, à un moment donné, il y a une amnistie générale par rapport aux déserteurs, et il revient en France. Et puis, voilà, il se remet, on va dire, à travailler, il devient professeur, il travaille même au CNRS, et puis, il devient, au niveau du gouvernement, un peu représentant, on va dire, de nos relations avec le Vietnam. Et puis, lors d'une conférence, il est reconnu par un ancien prisonnier, qui était dans le même camp que lui. Donc là, gros scandale, bien sûr. X plaintes sont déposées contre lui par rapport à ce qu'il a fait. Et bien sûr, ça n'a rien donné, parce qu'il y avait soi-disant amnistie. Il était couvert aussi, on va dire, par certains partis, et il est mort de sa belle mort. Voilà. Mais ça aussi, c'est important de le signaler. Alors, pour moi, c'était peut-être pas forcément, bon, je ne suis pas stratège ni quoi que ce soit, hein. Pour moi, c'était pas forcément on va dire, une mauvaise idée d'aller à Dien Bien Phu. Bon, il y avait d'autres possibilités aussi, mais ce qui se passe, malgré tout, c'est que pour moi, la responsabilité, on va dire, de la perte on va dire, de l'Indochine, c'est que déjà, un peu comme le pensait Leclerc au départ, c'est que je pense déjà, politiquement, on s'est mal débrouillé. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, au niveau de l'état-major, l'état-major général, on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment brillé, hormis pendant, on va dire, la phase Leclerc, et puis ensuite la phase Delattre. Hein, c'est finalement Delattre, à la suite donc de la catastrophe de Cao Bang Longson, donc la RC4, qui reprend les choses en main, déjà qui fait le ménage du major, et qui, en fait, avec Delattre, donc l'armée française, de nouveau, redécouvre la conquête et redécouvre les victoires. Malheureusement, donc Delattre meurt. Son fils d'ailleurs est tué en Indochine, et lui il meurt d'un cancer, à mon avis, c'est un peu lié. Mais sinon après, voilà, l'état-major français n'a jamais vraiment brillé. Et puis aussi politiquement. Politiquement, on peut parler par exemple au début de la guerre d'Indochine, vous avez le scandale de la piastre. C'est-à-dire que la piastre, c'était la monnaie. Et vous avez tout un réseau qui se crée. C'est-à-dire que c'était donc le gouvernement français en France, hein, en métropole, qui accepte, en fait. Hein, et le commissaire politique, ils mettent un truc en place. Le commissaire politique
français en Indochine, ils mettent en place un système de change, en quelque sorte, c'est-à-dire que la piastre en Indochine est l'équivalent de 17 francs de l'époque. Ce qui veut dire que quand vous achetez une piastre en Indochine, vous la revendez, enfin vous les changez en France, vous gagnez 17 francs. Mais sinon, je crois que pour l'acheter au départ, c'est 1 franc, grosso modo. Donc vous multipliez votre capital par 17. C'est à peu près dans ce rapport-là de mémoire. Ce qui veut dire que vous allez avoir un trafic énorme, vous allez avoir des millions et des millions et des millions qui vont transiter. Essentiellement, on va dire, les personnes, c'est pas les militaires hein, qui ont fait ce trafic, puisqu'ils n'en avaient pas les moyens, ni le temps, mais surtout les moyens. Mais donc on va dire, tous les gens, on va dire, aisés, mais surtout les politiques, vont s'enrichir, vont créer de véritables fortunes par ce trafic. Trafic, là aussi, qui ne sera jamais... il n'y aura pas de conséquences, on va dire, juridiques ou punitives. Donc ça n'a pas aidé, parce qu'en fait, ce trafic, eh bien, le Viet Minh en profite. Donc en fait, par ce trafic, on donne de l'argent au Viet Minh qui peut acheter des armes et qui peut entretenir ses troupes. Et ça, c'est issu du gouvernement français. Il faut quand même le faire. Alors vous allez dire que je leur tape un peu dessus, quoi. Mais bon, après, il faut regarder les choses en face, quoi. Hein? Donc voilà, je vais vous montrer quelques photos. Quelques photos, une petite vidéo. Voilà, donc là vous avez une carte générale du Vietnam. Donc vous voyez la position aussi du Laos, on n'est pas très très loin. Est-ce que vous voyez Dien Bien Phu? Donc Dien Bien Phu est à l'est. Il est un peu au-dessus du mot Laos. Et donc vous voyez la position de Dien Bien Phu par rapport à Hanoï. Hein, Hanoï qui est plus vers l'est, en fait. Ça, c'est pour illustrer l'opération Castor. Donc ce sont les 3 zones de largage où ont été largués le premier RCP et puis le 6e BPC. Et au milieu, vous voyez, vous avez donc la Nam Nhung, la rivière, et puis vous avez différentes collines. Mais normalement, j'ai des photos qui sont plus grandes pour montrer la carte. Ça, c'est une photo aérienne avant la construction du camp. Donc vous voyez, on n'est pas tant que ça dans une cuvette. Vous avez toujours la Nam Nhung qui traverse, et puis ça reste quand même un terrain relativement plat, avec des petites collines. Une autre vue, où là on voit un peu plus le relief, et quand vous regardez la date, vous voyez 16-11-53. C'est-à-dire que l'opération Castor, elle va avoir lieu 4 jours plus tard. Là, c'est vraiment la situation dans laquelle on trouvait les Français ont trouvé Dien Bien Phu. Dans Dien Bien Phu, vous aviez plein de petits villages. Hein. Et c'est d'ailleurs avec le bois des maisons qu'ils ont pu construire aussi d'un abri. Donc ça, c'est à l'ouest de la rivière. C'est une photo de l'opération Castor. Alors, regardez les montagnes aujourd'hui. Bon, donc ça, c'est côté ouest. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, en fait, la défense, elle était à l'est. Pour ce qui est logique, puisque les Vietnamiens ils venaient de l'est, hein. Mais aussi parce qu'à l'est, c'était donc les montagnes et les collines. Alors que là, vous voyez, là, ils n'auraient pas pu tenir raisonnablement très très longtemps. Et c'est pour ça que, en fait, le camp a été condamné à partir du moment où les Vietnamiens ont pu prendre, dans les 2 premiers jours, on peut prendre les collines du nord. Puisqu'à partir de là, ils pouvaient aussi contourner. Voilà, donc toujours les montagnes. Vous voyez, elles sont loin. Hein. Donc il n'y a que l'artillerie qui peut tirer, quoi, en fait. Et en plus, l'artillerie n'était même pas dans ces collines-là, de toute façon. Là, donc toujours l'opération Castor. Toujours l'opération Castor, mais donc avec les parachutes. Pareil. Donc je ne sais pas si vous connaissez un peu les habitations vietnamiennes. Voilà, ça c'est une représentation. Dans les campagnes, hein.
pas non plus en ville, c'est pas comme ça. Voilà, pareil, donc ça c'était un des villages. Et là, vous avez une zone de saut, donc tout à côté. Et on voit d'ailleurs, dans l'angle en haut à droite, la Namyu qui passe. Donc là, c'est pour donner un peu l'idée déjà du trajet des avions. Et vous voyez donc les divisions, donc au nord, qui vont aussi progresser. Donc tout le monde vient de l'est. Et juste, si vous voyez là sur le trajet donc, de l'avion le plus haut, à un moment donné, il passe pas loin de Nassan. Donc vous voyez, Nassan, je vous disais que c'était une victoire française, les avions avaient beaucoup moins de trajets à faire. C'est une autre façon de représenter donc Dien Bien Phu. On voit donc complètement au nord, au nord-ouest, enfin c'est pas nord-ouest en fait, hein, c'est la carte qui est mal orientée, parce que la rivière coule du nord au sud. Donc là on a un léger décalage. Donc vous avez Gabriel tout en haut, à peu près sur la même ligne vous avez Béatrice. Vous avez les points d'appui, donc Dominique. Toujours sur la droite, vous avez le point d'appui Eliane, avec ce qu'on appelle le mont Chauve aussi et le mont Fictif. Et puis vous avez, là où il y a le petit drapeau français, vous avez le PC Gono. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez le pont Belay, qui est représenté juste devant le pont Gono, le PC Gono. Encore une autre façon de présenter les choses, avec les positions des divisions Viet. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise quand j'étais dans l'avion. En fait, j'étais du bon côté du hublot. Et ça m'a permis de montrer aussi comment se situe, en fait, comment se positionne Dien Bien Phu. Alors bien sûr, là, Dien Bien Phu, vous l'avez en haut à gauche, c'est devenu une ville. Par contre, vous voyez donc la route, les RP41 dont je vous parlais tout à l'heure. Et juste à droite de la RP41, vous pouvez apercevoir la piste. Voilà, donc ça ce sont des photos des avions de l'époque, les C-47. Photo aérienne de Dien Bien Phu. Donc là, le camp. La grosse colline que vous voyez en haut à gauche, c'est Dominique. Donc ça, c'est une photo actuelle, bon, c'est pas moi qui l'ai faite, hein, on l'a récupérée, où la personne, en fait, a noté les différentes collines à l'époque. Donc la ville, aujourd'hui, elle a été carrément construite sur le champ de bataille. Et donc à chaque fois qu'il creuse pour construire ou quoi que ce soit, forcément il tombe sur les vestiges. Donc l'implantation de l'époque, avant la bataille. Donc vous voyez, quand ils ont commencé à se prendre des obus de 75 ou de 105, on ne peut pas vraiment considérer qu'ils étaient à l'abri. Les tranchées sont extrêmement étroites. Là c'est au niveau central. Donc c'est à peu près les mêmes endroits, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Là, on va dire à droite, où vous avez une espèce de grue, vous avez, c'est Dominique 2, donc la colline la plus élevée. Donc là, ce sont des vestiges, comme on peut le voir aujourd'hui. Là, c'est directement à côté du musée. Le pont Belay, donc là, bien sûr, il a été construit par les Français, et en fait, il a été construit par, je ne sais pas si vous connaissez le 17e régiment du génie parachutiste, qui est à Montauban. Et en fait, à l'époque, il n'existait pas, c'était la 17e compagnie du génie parachutiste. Et ils finissent le pont Belay le 13 mars, jour du début de la bataille. Alors le pont, par rapport à sa position initiale, a été déplacé de quelques mètres. Mais il est toujours là. Ça, c'est donc côté ouest. Ce sont les vestiges d'une mitrailleuse américaine. Il y en avait deux qui protégeaient le pont. C'est pour ça que ce n'était pas non plus forcément évident donc pour les Vietnamiens d'arriver de l'autre côté, côté ouest, parce que ça, ce sont les vestiges d'un canon anti-aérien quadruple, 20 mm. Voilà, c'est un 105 en position. Et donc vous voyez, quand on pense aussi à l'artillerie, on peut penser on va dire au mur de l'Atlantique, donc réalisé par Rommel. Quand on pense à tous les bunkers qui ont été réalisés donc sur la côte atlantique en fait, avec les canons bien protégés, et quand on voit, on va dire, les canons français à Dien Bien Phu, et d'ailleurs vous allez voir les marques sur les canons, les mêmes, donc voilà ce qui reste des canons. Moi quand j'ai vu ces canons pour la première fois, quand j'ai vu ça, donc les trous dans les boucliers, les trous dans le métal, vous voyez les impacts, autour de ces canons vous aviez des hommes. Vous voyez? Donc les impacts,
Ça devait être l'enfer quand même. Parce que bien entendu, les pièces d'artillerie ont été prises, on va dire, pour cible très rapidement. Et en plus, c'était à terrain découvert. Donc voilà, en gros, bon là on a une position de canon, donc en général les batteries sont par 4 canons. Voilà, elles étaient comme ça dans la campagne. Là c'est un 155. Donc vous voyez les impacts. Et ce métal, c'est pas du papier à cigarette. Hein. Ils sont en train de mettre en position un mortier de 120 mm, qu'on retrouve là donc, en appui-feu, et qu'on retrouve là aujourd'hui. Ce que je n'ai pas dit tout à l'heure aussi, j'ai oublié, c'est que lorsque les premières collines tombent, et qu'on se rend compte en fait que les batteries françaises ne peuvent en aucun cas faire de contre-batterie, c'est-à-dire tirer sur les batteries vietnamiennes, et que c'est donc un échec total de la part du chef français, qui était responsable de l'artillerie, qui était donc le colonel Pirotte. Le colonel Pirotte se suicide. Et là, ce que vous voyez, ce n'est pas très loin du pont Bellet d'ailleurs, c'est l'emplacement où était le colonel Pirotte au moment où il s'est suicidé. Propagande toute communiste, pour bien montrer comment ils étaient forts pour tirer les canons. Là, c'est dans le musée donc, Dien Bien Phu. Alors c'est un canon anti-aérien. Là encore, on tire dans la bonne humeur et la joie. Donc là, les canons donc à l'extérieur qui sont restés. Donc ce sont eux hein, qui ont vraiment pourri la vie, la garnison en fait. Hein. Donc canon de 37, et vous avez devant la mitrailleuse russe qu'on appelle Douchka, qui elle aussi a vraiment fait des dégâts énormes. Et les chars ont été rebaptisés hein, sur place, puisqu'ils sortaient d'usine en fait, hein, lorsqu'ils sont arrivés. Là vous avez le Bazeille, donc après la bataille, hein, puisqu'il est détruit. Le Bazeille qui en fait est détruit sur la colline Eliane 2, qui est détruit par 2 tirs de bazooka. Donc le bazooka c'est une lance-roquette hein, de l'armée américaine pendant la dernière guerre. Et en fait, à ce moment-là, les deux, enfin, c'est un binôme, donc vous aviez 2 binômes qui ont tiré sur le Bazeille, qui ont détruit le Bazeille. Et dans la foulée, ces 2 binômes ont aussi été tués. C'est le Bazeille aujourd'hui. Pas loin, à quelques mètres, vous avez la tombe des Vietnamiens qui ont détruit le Bazeille. Donc voilà, sous un autre angle. Donc le Conti, c'était le chef du détachement de blindés. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure non plus, mais sur Isabelle, donc, qui était éloigné de 5 km, hein, vous aviez aussi 3 chars qui étaient présents. Donc vous en aviez 7 dans le camp principal et 3 au sud. Et le Conti, alors donc son chef, c'est le commandant Hervouet, et lui qui a été blessé lors d'une attaque et qui mourra justement pendant la marche de la mort. Il mourra de maladie en fait. Donc c'est le Conti. Et Conti à un moment donné, donc il va être touché et il restera en fait en position près du PC Gono parce qu'il ne pourra plus se mouvoir. Et là vous avez le Conti, enfin ce qu'il en reste. Là vous avez le Douaumont et le Douaumont aujourd'hui. Donc là vous avez, je crois que ce sont 2 trous qui ont été faits par les canons anti-aériens. Voilà. Donc ça, ce sont les barbelés qui protègent Eliane 2, enfin qui protégeaient Eliane 2. Donc pareil, c'était pas spécialement évident de les franchir. Et donc vous pouvez regarder aussi au passage la pente. Un abri, enfin on va dire une casemate, mais pareil, ça ne pouvait pas résister éternellement à des tirs d'artillerie. Donc là on est toujours sur Eliane 2. Donc vous voyez quand même l'étroitesse des tranchées. Les tranchées aujourd'hui, donc là, elles sont reconstituées, bien sûr. Et les sacs sont les gros sacs de ciment. Donc on voit bien la pente, quand même. Et là, ce sont les ruines, en quelque sorte, dont je vous parlais tout à l'heure, que les Vietnamiens, donc, c'est là où était le PC, et c'est ce qu'ils pensaient faire sauter. Donc ça, c'est une vue de l'Eliane 2. Et vous avez, donc, tout de suite après la ligne, tout de suite après les maisons, vous avez la piste d'atterrissage. À droite, en bas des montagnes, vous avez les positions d'Anne-Marie, les 2 petites collines. Voilà, là c'est vu d'en haut d'Eliane 2, et en bas vous avez le cratère, qui a été formé donc, par l'explosion des 2 tonnes de TNT. Là vous avez Dominique 2. Mais vous voyez, Dominique 2, c'est pareil, ça grimpe.
Quand on est en haut, on a donc la vue sur tout le... Enfin, ils avaient la vue sur tout le camp, dès que Dominique II a été prise. Alors là, on ne voit pas trop, parce que forcément, il n'y a pas de relief sur les photos, mais là où sont les arbres, vous avez encore un trou d'obus. Et là, vous avez les restes d'une tranchée, donc il n'a pas été retouché. Encore une tranchée, donc vous voyez la pente. Pas évident de grimper puis de tirer en même temps sur ceux qui nous tirent dessus. Hein. Bon, pareil pour les Français quand ils devaient reconquérir les collines. Là, vous avez le PC Gono, donc l'intérieur. Alors ça, par contre, arbalète du camarade Kilic, guérilla du district Tranien, province de Yenbai, pour anéantir 13 agresseurs dans 37 campagnes de ratissage, donc de 1947 à 1953. Ils ont dû graver, je pense, à chaque fois qu'ils tiraient, ils ont dû graver sur l'arbalète. Donc là, pareil, un fusil, et je dois avoir l'étiquette après, voilà. Le fusil utilisé par la guérilla de Dien Bien pour servir contre les malfaiteurs, anéantir l'ennemi afin de protéger les villages. Là, c'est le monument aux morts, donc à Dien Bien Phu pour les Français. Il faut quand même savoir que ce monument aux morts a été construit par un privé, en fait. C'est Rodel, donc un Allemand, un ancien légionnaire allemand qui a payé de sa personne et de ses sous pour construire le monument. Vous avez un film, j'en parlais tout à l'heure, de Schoendorfer qui a été fait, et voilà, là, ça c'est une plaque qui a été mise à ce moment-là. Dans ce parterre, vous avez des cendres qui sont mises régulièrement, c'est-à-dire que les anciens combattants qui veulent avoir leurs cendres répandues à Dien Bien Phu, les cendres sont mises dans ce parterre. Ça, c'est à peu près une trentaine de kilomètres de Dien Bien Phu. C'était le quartier général donc de Giap qui commandait la bataille. Avec, là, je crois que c'est on dit la Kanya, en fait, la maison qui abritait les conseillers chinois. Et là, c'était le tunnel qui rejoignait le PC de Giap au PC chinois. Donc là, on arrive sur Dien Bien Phu. C'était pour... Bon, j'ai écourté un peu le truc, mais à un moment donné, on va voir Eliane 2, et on va voir donc Dominique II. Bon, c'était un peu pour montrer un peu l'environnement. Alors ça va aller assez vite, hein, vous en faites pas. Donc il contourne un peu la ville pour se présenter par le nord. Donc là, vous voyez tous les reliefs. Ce sont les anciennes collines, en fait. Hein. Et donc, on va voir à un moment donné, en Dominique II, enfin, Eliane II, on ne la voit pas trop, elle est confondue. On va voir le pont Bélès, il est déjà passé. Non, voilà, on l'a aperçu. Et là, vous voyez, donc, en haut à droite, vous avez le monument de Dominique II. Cette assaut succès et que les ennemis ont essayé beaucoup de pertes, ils ont obligé de changer de tactique de combat au lieu de continuer à attaquer directement les Français, dont les Français là, qui arrivent même jusqu'à bas, là. Tu sais, oui. Le 6e défense, oui. Ils ont changé de tactique, ils ont creusé un trou dans l'intention d'arriver ici et poser des sacs une tonne de dynamite pour faire sauter. Mais comme en ce temps-là, ils se sont trompés de direction. Arrivés jusqu'à là, ils trouvent un mur de pierre de briques. Ils ont pensé qu'il avait déjà arrivé jusqu'ici, mais arrivé, il arrive seulement jusqu'au cratère là. Oui. Et ils ont posé chaque dynamite environ une tonne. Et ils ont fait sauter. D'accord. Mais bien que ce n'est pas en bas, mais la pression de l'explosion a abasourdi
toute la défense ici. C'est pour cela que le Vietnamien arrive à prendre Eliane, mais en obligeant de changer de tactique. En obligeant de changer de tactique, au lieu d'attaquer directement 7 fois sans succès. Et il y a beaucoup de pertes aussi. Ils ont obligé de changer de tactique. Donc, si tu vas de l'autre côté, tu peux voir l'entrée du tunnel que les Vietnamiens ont creusé dans l'intention d'arriver jusqu'ici pour poser des sacs de dynamite. Mais à cette heure-là, il n'a pas le GMS, il n'a rien du tout. Il se base sur les boussoles. C'est pour cela qu'arrivé jusque-là, c'est comme je te dis, là, il a des constructions avant la bataille qui appartiennent à l'administration française civile. Peut-être que c'est l'administrateur français, il est ici, il a une cave pour ses boissons, tous les Français. C'est pour cela que les Japonais ont pris la place des Français. Les Français, oui, ils ont consolidé. Et après, les Français reviennent, c'est des métaux, ils ont repris le Bokos, les Japonais, ils ont renforcé, qui devient maintenant ce Bokos qui se trouve au sommet Eliane 2. Vous savez qu'il y a beaucoup d'anciens de Béfou, après leur mort, ils veulent revenir ici, se reposer à côté de leur camarade, le combat. Ils se sentent un peu en faute, parce qu'ils n'ont pas pu mourir avec eux pendant la bataille. Et avant, lorsqu'on mène les urnes des vétérans de France, on les dépose ici. Et puis après leur départ, on sait comment se conduire entre ces urnes. On les laisse comme ça, éparpillés partout. Alors j'ai arrangé avec ce monsieur-là, comme j'étais faire mon voyage avant, un petit carré comme ça, pour que les cendres qui sont venus ici se reposer et après leur mort puissent avoir une place et les urnes, ils les enterrent dans ce carré-là. Voilà, alors nous descendons pied à pied. Oui. Nous descendons pied à pied et j'estime que le maximum de nos possibilités sur l'uranium. Allô? Allô? Allô, vous m'entendez, mon général? Oui, le maximum de possibilités. C'est d'arrêter l'ennemi sur la namium. Oui. C'est ça. Et encore faut-il que nous tenions la rive est, car sans ça nous n'aurons plus d'eau. Oui, bien sûr. C'est ça. Alors, moi je vous propose d'essayer, je vais essayer de réussir ça, mais oui. Je viens de voir l'anglais, nous sommes d'accord là-dessus. Oui. Et puis mon Dieu, bien, j'essaierai à la faveur des circonstances de faire filer le maximum de moyens vers le sud. Bon, entendu. Ce sera la nuit probablement. La nuit? Oui, mon général, de nuit, bien sûr. C'est ça, oui. Et j'ai besoin de votre accord pour le faire. D'accord, mon vieux. Vous me donnez cet accord? Je vous donne cet accord. Alors ben, moi je tâcherai de tenir ici le plus longtemps possible, avec ce qui restera, mon général. Oui, d'accord, mon vieux. Voilà. Il faut un point de vue munitions aussi. Il y a des choses à récupérer. C'est le plus grave, nous n'en avons pas. Il n'y a pas des choses que... J'ai dit encore quelques munitions de 105, mais vous revenez que les canons ne servent à rien ici. Oui. Pour le moment. Et des munitions de 120. Oui. Et on est... Je dois avoir encore 150 coups. Oui. Et qui sont un peu partout, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ils sont un peu partout, ne peut pas. Alors, non, il est pratiquement impossible de ramasser. Évidemment, plus on m'en enverra, mieux ça vaudra, n'est-ce pas? Oui. Nous tiendrons le plus longtemps possible. Je pense que le mieux, c'est que l'aviation fasse un gros effort d'appui de feu aujourd'hui pour tâcher que le guet s'arrête son effort. Oui, mon général. Et puis alors, il ne faut pas que l'aviation arrête, n'est-ce pas? Sans arrêt. Et puis je garde tout ça sous mon commandement. Oui, mon vieux. Voilà. Merci, mon vieux. Je peux encore vous téléphoner avant la fin. Allez, au revoir, mon vieux Castre. Au revoir, mon général. Au revoir, mon vieux.